a la chance de recevoir Madame Pascale Commun, directrice technique chez Icon au Canada, avec plus de 35 ans d'expérience sur des grands projets d'infrastructure et de bâtiments aux quatre coins du monde. On va parler de son parcours, des coulisses de projets à plusieurs milliards et de ce que ça veut dire concrètement de transformer la construction. Bonjour Pascal, bienvenue. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup, Timothée. D'abord, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi, puis éventuellement avec d'autres étudiants. Et j'espère que mon parcours pourra peut-être donner des idées ou soulever des questions. Et puis, on restera en contact. Ouais, volontiers. Alors pour commencer, on va revenir un petit peu justement sur ton parcours parce qu'il est assez unique. Et pour cela, je vais te laisser te présenter, si ça te va. Mais avec plaisir. Donc, moi, je suis ingénieure civile des ponts et chaussées. Je suis de la promotion, j'ose pas le dire, parce que vous avez calculé mon âge et tout, c'est absolument terrible. De promotion Ouais. 89. Voilà. Je suis originaire de province, d'Anjou. J'ai fait ma prépa à Paris. Après avoir fait les ponts, j'ai travaillé dans des bureaux d'études en France, puis dans des entreprises. Donc, j'ai travaillé chez CETEC en France essentiellement pendant 25 ans. Puis après, je suis passée en entreprise chez Vinci, chez Bouygues. Et puis après, j'ai eu des opportunités de partir au Canada où j'ai travaillé en ingénierie et aussi Ouais. en entreprise. Et j'ai deux volets. J'ai un volet effectivement grand projet, direction de grand projet, et j'ai aussi un volet numérique. Donc j'ai un peu ces deux compétences. Et sur le plan privé, je suis mariée avec un ingénieur des ponts et chaussées. C'est pas très original à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et j'ai 4 enfants. Merci. Excellent. Mais du coup, tu as commencé en France, tu as travaillé au Moyen-Orient, au Canada, sur des métros, des aéroports, des usines. Qu'est-ce qui a guidé ces grands changements de poste et de continent? Alors, ce qui se passe, c'est quand même dans la progression de ma carrière, j'ai commencé comme une simple adjointe chef de projet, puis je suis passée chef de projet, puis directeur de projet, puis directeur grand projet. À l'époque, on appelait directeur grand projet. J'étais dans le groupe CETEC quand on devait faire intervenir plusieurs filiales du groupe. Voilà, donc on sortait d'une seule entité, du silo, et on passait sur plusieurs entités. Et à ce moment-là, je peux dire, acquis une sorte de spécialisation grand projet. Et les grands projets, il n'y en a pas partout. Donc finalement, c'est plutôt le pays qui va driver le choix Ok, que le choix du continent proprement dit. C'est-à-dire que tu vas avoir des grands projets, par exemple, c'est ce qui s'est passé pour le Canada, à Montréal. J'ai travaillé sur le REM, qui est l'équivalent du projet du Grand Paris. Donc, c'est un projet de tramway extrêmement grand, 57 km. Et là, je travaille sur le tramway de Québec. Donc, sinon, c'est ces projets qui sont énormes qui vont faire ouais, que l'intérêt va faire que je vais aller dans le pays. ok. Et est-ce que ce fait de travailler sur des grands projets, c'est un choix assumé dès le départ ou ça s'est fait au fur et à mesure des opportunités Non. que tu as Ça s'est rencontrées? fait au fur et à mesure des opportunités, comment dire, de l'augmentation de ma progression, on va dire plus exactement, en expérience, qui a fait que ce qu'on appellerait les soft skills en anglais ont été plus mis en évidence. Donc, qu'est-ce qui me convenait le plus? Et finalement, ce qui me convenait le plus, c'est le management d'équipe, Ouais. mais aussi avec un contenu très technique, puisque quand on est directeur d'un projet, on prend le projet au démarrage, c'est-à-dire qu'on va préparer l'offre, négocier le contrat, mettre en place les équipes et aller jusqu'à la réception du projet pour pour le client. Donc, on est Ouais. du début à la fin. Ok. Ok. Mais donc, justement, c'est tellement large. Tu as dirigé des projets tellement différents, comme des tunnels, les usines de batterie, les aéroports. Comment on reste crédible techniquement sur des sujets aussi variés? C'est un très bon point. Alors, figure-toi que la conscience cette conscience-là, je l'ai prise quand je suis arrivée à Montréal. Quand je suis arrivée à Montréal, Ouais. la première fois en 2019, j'étais affectée sur des projets qui étaient quand même relativement grands, des entrepôts pour des bus électriques, des gigafactories, parce qu'il y en avait beaucoup en ce moment, il y avait beaucoup de projets de gigafactories au Québec, puisque, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une usine de batteries électriques, eh ben, c'est très polluant. Eh bien oui.
parce que ça consomme beaucoup d'eau Ouais. et beaucoup d'énergie. Donc, on est très bien à faire ça au Québec, où il y a énormément d'eau et où l'électricité est verte. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de projets. Ils n'ont pas tous abouti, loin de là, mais il y a eu beaucoup de projets de Gigafactory au Québec. Ok. Donc là, jusque-là, je restais vraiment dans mon domaine, qui était la partie bâtiment. Ça peut être du bâtiment industriel complexe, mais toujours bâtiment. Et à un moment donné, mon VP, on appelle ça un VP ici, un Vice President, m'a demandé de prendre en charge la direction des travaux de reconstruction du tunnel de Mont-Royal. Je lui ai dit, bon, Ok. halte, ce Ouais. tunnel, j'en ai pas fait, je suis pas la bonne personne. Et là, Ah oui. c'est marrant, approche nord-américaine. Ah non, mais il n'y a pas de problème, parce que on ne prend pas parce que tu sais faire le tunnel, on sait que tu sais pas en faire. Par contre, tu sais diriger des projets complexes. Ok. Et là, à ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, j'étais arrivée à acquérir suffisamment d'expérience pour que le sujet technique ne soit pas la prédominante des choix qui pourraient être faits par mon management pour m'affecter à un projet ou à un autre. Oui. Voilà. Donc à ce moment-là, effectivement, j'ai compris que j'étais tout à fait en capacité de faire la direction d'un projet de tunnel et que donc après, je pourrais diriger. Et comme ça s'est bien passé, Ouais. notre projet a été awardé, on a été déclaré comme le projet le plus complexe, je crois que c'est l'année 2022, c'est un petit peu vieux, mais c'est 2022, du Ah oui. Canada, donc c'était quand même un honneur. J'ai compris à ce moment-là qu'effectivement, je pouvais diriger un peu n'importe quelle sorte de projet et que ma spécialité, c'était devenu de la direction du projet. De la direction. Ok. Mais du coup, travailler sur des sujets techniques extrêmement différents, mais quand on voit les projets que tu as fait, comme les métros au Moyen-Orient, Neom et tout ça, il y a aussi une dimension interculturelle qui est très forte. Comment est-ce qu'on apprend à travailler avec des cultures de travail aussi différentes? Tu parlais du coup Et des c'est ça qui est différents. passionnant. Ouais, Mais c'est ça qui est ouais, passionnant, Timothée. C'est pour ça que j'adore l'international. C'est parce qu'on va pénétrer un pays par le prisme du travail. Et on n'est pas comme un touriste qui vient 3 semaines et qui, c'est assez superficiel comme vision. ouais, Là, tout à coup, on a une vision profonde. On voit comment les gens travaillent, on voit comment les gens réagissent, on voit comment les gens vivent. Parce que les gens qui travaillent sont des gens qui vivent. C'est-à-dire ouais, que quand tu vas travailler en Russie, tu vas travailler avec des gens qui sont russes, qui vont t'expliquer qu'ils ont des contraintes personnelles. Tu diriges des gens. Tu diriges des ouais, gens. Il y a une notion humaine de bienveillance extrêmement importante. Donc, tu vas essayer de comprendre quel, dans quel ouais. contexte tu es, dans quel contexte ils sont, et donc, qu'est-ce qu'il est raisonnable de leur demander. Ouais, OK. Voilà. Alors, tu me parlais d'une anecdote tout à l'heure, il m'en est venu une. Oui, Là, tout au début, quand je suis arrivée au Québec en 2019, j'étais en binôme avec un ingénieur très expérimenté, un associé de la boîte, pour justement que je comprenne un petit peu le mindset québécois. Et on revenait d'une réunion et il était 16 heures. Et puis, hein, on était en métro et puis il m'a oui, dit, bah, Pascal, c'est ta station de métro. Je dis, bah oui, mais il est 16 heures. Elle me dit, oui. ah bah oui, mais c'est fini. Dis-moi, c'est moi. Effectivement, oui. Je lui dis, ben, c'est bien que ça m'arrive à moi. Oui, Parce que moi, si tu veux, en France, à 16 heures, tu démarres la dernière mi-temps, quoi. oui. Je vois, oui. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est vraiment bien, c'est bien que ça m'arrive, ça, à moi, que je comprenne qu'à 16 heures, je ne peux plus rien demander aux gens, parce qu'à 16 heures, au Québec, la journée est finie. Alors, ça peut être 16 heures, 16h30, 17 heures, mais je peux t'assurer que même en ce moment où je suis dans une entreprise, à 18 heures, c'est en général moi qui ferme les bureaux. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, quand même. Ça ça oui. Bon, à 7h30, ils sont là. Ça change, OK, oui, donc ils sont plus matinaux. Voilà. Mais OK. voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on pénètre vraiment la culture dans toute sa profondeur. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. C'est vrai que on remet le métier sur l'ouvrage en permanence. Ben Oui, oui, tu changes de pays, tu changes de culture. Effectivement, quand j'ai travaillé sur Neom, on était dans une base vie au milieu du désert. Ben, tu oui. vis pas de la même façon que quand tu vis à Montréal, sur le plateau, où le soir, tu descends de chez toi, puis tu vas te prendre un petit café au coin de la rue. Ben non, tu es Oui, en c'est base sûr. vie. Oui. Et je trouve ça, c'est ça qui est absolument fantastique. Et je pense que j'aime ça autant que le contenu technique. OK, oui. C'est ça votre adrénaline, J'aimerais revenir un petit peu sur Neom en Arabie Saoudite. Donc c'est
un énorme aéroport, un projet de plus de 10 milliards avec un terminal passager de plus de 1 million de mètres carrés. Euh, et vous avez travaillé avec, enfin, tu as travaillé avec, enfin, l'entreprise avec qui tu étais a travaillé avec les ateliers Jean Nouvel. Euh, Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de travailler avec eux? Est-ce que c'est la vision architecturale, la complexité technique, ou alors le contexte saoudien tout simplement? Alors, bon, le contexte saoudien était quand même assez intéressant pour Ouais, moi, parce que j'avais travaillé en Arabie Saoudite en 2014 et 2015, et y retourner 10 ans après, ça avait beaucoup changé. ok, ouais, Alors ça, c'est intéressant, je pourrais aussi t'en parler un peu après, mais alors pour répondre à ta question, puisque elle est claire, pour moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le volet architectural. J'ai été absolument, comment dire, émerveillée par le parti architectural de cet aéroport et par la vision de Jean Nouvel et de ses équipes par rapport à ce qui était à faire. Et je trouve que quand on a la chance de pouvoir travailler avec un tel architecte, il faut la ouais, saisir. Parce que c'est vraiment une vision différente des choses. C'est une vision très assumée et à la fois, ça peut paraître peut-être curieux pour le milieu architectural, mais je dirais extrêmement réfléchi. C'est vrai, alors, tout à l'heure, je parlais de profondeur par rapport aux gens qu'on rencontre. Là, on a quelque chose ouais, d'extrêmement profond. C'est-à-dire, tout est fait à dessein. Voilà, il n'y a rien qui soit fait sans qu'il y ait une finalité, sans qu'il y ait une intention. ok, Et je trouve ça absolument fabuleux de voir que ce qu'on pourrait considérer comme quelque chose d'assez léger, si tu veux, un concept architectural, ben ouais, pas du tout, c'est quelque chose extrêmement profond. Ça, je l'ai vécu sur beaucoup de ouais, choses, mais sur des projets industriels, c'est un peu peut-être moins présent. Mais là, sur un aéroport qui se voulait la vitrine de l'Arabie Saoudite, ouais, c'était complètement. merveilleux. Ouais, complètement. Et quand tu dis d'opportunités qu'il faut saisir, c'est parce que on t'a proposé, ou on t'envoie sur les projets, ou on te les propose à chaque fois et tu as le choix entre différents projets? Ben non, je n'ai pas Ouais. forcément le choix entre différents projets. Ça dépend Ok. quand même, tu sais, on a des plans de charge, il faut quand même bosser, donc il y a des recouvrements. Non, mais ce Bah, que oui. je veux dire par là, c'est que le STP, quand même, vous êtes une école de construction et il peut y avoir de temps en temps des opportunités qui peuvent demander certains sacrifices, entre guillemets. Peut-être c'est pas un projet de la taille de celui que tu voudrais faire, ou c'est pas un projet dans Ouais. le pays que tu aimerais, c'est pas quoi. Mais quand tu as l'occasion de travailler avec un grand architecte, je te le conseille. Au Ok. début de ma carrière, j'avais travaillé avec un architecte anglais qui a d'ailleurs été anobli par la reine pour la qualité de son architecture. Et je me rappelle très bien à l'époque, j'étais assez jeune, j'avais moins de 30 ans, et il changeait tout le temps. Et je lui disais, Ouais. mais je lui disais, je suis fatiguée by your changes. Et puis il m'a dit, this Ouais. is not changes, this is improvements. Ouais. Ok. Et voilà. C'est Et là, on comprend les choses. Et je trouve que c'est très bien parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de faire d'école d'architecture. J'ai fait des cours d'architecture au pont, mais pas d'école d'architecture. Donc, il me manque tout ce volet-là. Et j'ai adoré l'apprendre au cours de ma carrière grâce à mes contacts avec les architectes. ok. Oui. Et c'est justement sur ce projet en Arabie Saoudite, est-ce que c'est, enfin, ou est-ce que à ce projet ou à un autre, est-ce que tu t'es dit, là, j'ai vraiment changé d'échelle en termes de responsabilité, de budget, d'impact? Euh, Non, c'est venu vraiment progressivement. Oui, C'est bon, venu ok. progressivement. Oui. Ouais. Ah oui. C'est vrai que là, Ok. tu vois, quand je travaillais sur le tramway de Québec, alors on n'a pas encore le résultat, donc on va être Ouais. très prudent sur ce qu'on dit. Mais en tout cas, je peux te dire que moi, j'étais responsable de l'ingénierie, d'accord, de tout le volet ingénierie. Les montants que j'ai reçus d'ingénierie, que je devais analyser, mettre au point, puisque je te disais que je prenais le contrat au démarrage, c'est vrai que de temps en temps, ça avait été pour moi plutôt des montants de travaux. Ok. On donne un ordre de grandeur Ouais. Donc, effectivement, là, on a atteint, et c'est ce qui est passionnant dans ces grands projets, c'est effectivement que ça prend des proportions très importantes et que donc on peut mettre aussi de très beaux moyens. Ouais. Enfin, Ok. on n'a pas de restrictions. Encore, on en a parce que on est toujours budget oriented, d'accord, mais on en a quand même plus que sur des tout petits projets. Donc c'est ça qui Ouais. est vraiment super sur les grands projets. Ok. Et tu disais tout à l'heure que du coup, tu es sur à peu près, tu as deux facettes, entre guillemets, le numérique et les projets. Euh, comment tu vois ton métier par rapport à il y a 10 ans, il y a 15 ans? Est-ce que tu le vois différemment?
Écoute, ça a complètement changé. Les métiers ont vraiment changé et en plus, j'ai quand même eu la chance de pouvoir travailler sur sur le volet digital de l'ingénierie, Oui, dans des très grandes structures qui m'ont donc permis, justement, tout à l'heure, là, je viens de te le dire, d'avoir des moyens. Donc, j'ai quand même créé et dirigé le département BIM de Vinci Grand Projet. J'avais d'ailleurs oui, pas mal de stagiaires de l'STP, je les aimais beaucoup. C'est vraiment des beaux parcours qui ont fait vraiment un travail excellent. Je salue l'école au passage et pour la formation académique qu'ils vous donnent. Et donc effectivement, ça a complètement changé. Et c'est vrai que ce volet-là, que j'ai eu de façon très marquée au cours de ma carrière, dans les années 2015 à 2019. oui. Mais après, j'ai préféré revenir à l'ingénierie, vraiment, hein, à l'ingénierie et à la Ok, construction. Ça me permet de garder toujours dans ma tête la notion de l'importance du digital et des bénéfices du digital oui, sur un ok, projet. Voilà, ça c'est quand même, ça a été quand même des gros avantages pour moi. oui, Et donc, ça me permet effectivement, par rapport à un client, de pouvoir mieux le conseiller et souvent d'être là un appui important au sein de nos entreprises pour développer le digital. Donc, ok, du coup, les équipes digitales, en général, elles m'adorent parce que, évidemment, oui, je promeus tout ce qu'elles font. oui, Mais c'est fondamental. Si tu veux, maintenant, on va parler un petit peu technique si tu veux, mais oui, les projets, il y a bien sûr toute la partie conception, la partie volumétrie, on vient de parler de l'importance de l'architecture, mais il y a aussi tout le volet digital et base de données. Et moi, je dirais qu'effectivement, tu me parlais du BIM, on parlait du BIM, le BIM, c'est une base de données. Voilà, c'est la base de données et c'est ça ce qui va permettre effectivement euh, d'être utilisé à bon escient pour l'utilisateur, pour le propriétaire final de l'ouvrage, ce qu'on appelle en oui. France un maître d'ouvrage. C'est pas le bon terme au Québec, mais en France, c'est comme ça qu'on l'appelle. Comment on l'appelle au Non. Québec? En tout cas, au Québec, on appelle plutôt le propriétaire. Voilà. Oui, ah oui, d'accord. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'on utilise souvent des termes anglais, on peut, parce qu'on protège le français, mais c'est souvent le owner. Oui, ok, Et donc, ça veut dire qu'effectivement, parce que finalement, on construit, mais la construction, quand on regarde le cycle de vie d'un bâtiment, c'est une étape comme une autre. Mais les bâtiments, maintenant, ils sont faits pour vivre 100 ans, les bâtiments. Mais en tout cas, il en vit bien oui, 50, sans problème. La phase de construction, la phase d'étude, c'est 18 à 24 mois. La phase de construction, c'est 24 à 36 mois. Voilà. Bon, je ne parle pas des grands projets d'infrastructure, on est sur des 7 ans, mais bon, autrement, c'est à peu près l'ordre de grandeur, et il va vivre 50 ans. Donc, bien évidemment, celui qui a besoin de la donnée, c'est quand même le propriétaire, c'est le maître d'ouvrage. oui, Et cette donnée-là, il la collecte du fait de la construction qui a été faite. Et c'est là qu'effectivement, il va pouvoir, s'il l'a bien préparé, il va pouvoir oui, l'utiliser et puis en tirer tous les bénéfices dans la phase de maintenance. ok, ok, je comprends. Et justement, du coup, tu as piloté des transformations digitales, comme tu dis, mais est-ce qu'il y a eu des résistances ou alors c'est toujours bien accepté généralement? Non, il y a toujours des résistances à la transformation, je peux te Ah ouais? l'assurer. On essaye de faire qu'elles soient le plus faibles possible, mais elles existent. Ok, Elles ouais. existent tant que l'utilisateur n'a pas trouvé de bénéfice à l'utilisation de l'outil. Et donc, c'est que les bénéfices sont pas si évidents certaines fois. Non, non, mais tu as une phase d'acclimatation, tu as une phase d'adaptation. Ok, D'accord? Euh, c'est comme quand, je ne sais pas, si tu, et tout à coup, on te demande d'utiliser un nouvel outil numérique. Ben, au début, c'est compliqué. Et puis peut-être au bout d'1 an ou 2 ans, selon la durée de la phase d'apprentissage, tu vas ouais, dire, mais je pourrais plus vivre sans. ouais, Et toute cette phase de transition, puisque tu parles de transformation, il y a la phase de transition qui est une phase très délicate et dans laquelle il y a des réticences. Donc, il faut les écouter parce que les réticences, elles n'existent pas sans fondement. Bon, tu as ceux qui sont réticents ouais, par principe. Ceux-là, on les laisse de côté. C'est le méchant gaulois. ouais. Voilà. Mais Ok, autrement, les autres, il faut les écouter. S'ils ont des réticences, c'est peut-être parce qu'ils ont de l'anxiété, des angoisses. ouais, Donc, il faut
les considérer et les traiter. Donc les décortiquer une à une. Bien sûr, et Ok. puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que toutes ces réticences tombent, ou en tout cas soient réduites à un seuil qui permet l'acceptation. Ouais. Ok. Ok, c'est clair. Euh, Est-ce que tu parlais tout à l'heure du coup d'un volet architectural que tu n'avais pas étudié et que tu as appris en côtoyant les architectes et tout ça? Est-ce que tu arrives à continuer à apprendre techniquement alors que ton emploi du temps doit être extrêmement chargé entre management, les contrats, la stratégie? Je vais répondre, si j'apprends pas, je meurs. C'est clair. Donc, Donc, tu arrives à trouver le temps. j'apprends tout le Oui. temps. Ok. Dans notre métier, pourquoi est-ce que je voulais aller vers la construction? On pourrait peut-être en parler, ça, parce que c'est quand même un secteur qui est un petit peu délaissé. Oui. Écoute, la construction, c'est un métier de passion et de patience. C'est absolument, moi je trouve ça passionnant de pouvoir construire parce que c'est une genèse. Tu vas partir du besoin d'un client et tu vas lui livrer quelque chose. Et ce quelque chose, en plus, il reste. Il y a une petite fierté quand même quand tu passes devant un bâtiment en disant, bon ben voilà, ça je l'ai trempé, ça je l'ai fait, ça j'étais dedans, ça tu vois. J'y ai Oui. participé, j'ai mis ma petite touche. C'est quand même très satisfaisant. Voilà. Hein, je veux dire, c'est quand même bien agréable. Ça fait des petites histoires à raconter à tes Oui. enfants, que tu te promènes à tes amis. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même bien sympathique. Ok. Et Ouais. puis, l'autre aspect, c'est que c'est prototypaire. Tu Oui. fais jamais un bâtiment comme un autre. Ils sont tous Ça- différents. ouais. Tu as toujours à apprendre. Alors, c'est peut-être parce que je suis sur des grands projets, alors ils sont tous différents. Mais en tout cas, j'ai toujours appris. Et très honnêtement, le jour où j'arrêterai d'apprendre, j'arrêterai de vivre, je pense, je serai morte, je serai desséchée. Et on apprend de plein de monde, hein. Attention, hein. C'est pas, on n'apprend pas des plus gradés ou de tout ça. On apprend de tout le monde. Il faut savoir combien de fois j'ai appris de mes propres équipes, de mes jeunes dans mes équipes, qui gentiment disent, ah, tu devrais faire ci comme ça ou ça comme ça. Attends, tu as une idée là? On va s'asseoir, on va écouter. Et Oui. puis tu vas me Ok. dire, et puis on va s'en sortir. C'était très chouette parce que, par exemple, quand je m'occupais du département MIME chez Vinci, j'avais une équipe de jeunes qui avaient plein d'idées. Puis moi, j'étais là pour tempérer et voir comment on pouvait faire. Donc, tu vois, c'était une super Ouais. symbiose entre les jeunes qui apportaient les idées, puis la personne plus expérimentée qui disait, OK, ça me semble viable, donc on va le considérer, on va y aller. Oui. Mais pour y aller, il faut faire comme ci et comme ça, il y a quand même un certain nombre d'étapes. Et Ok. ça, je trouve Oui. ça merveilleux. Oui. Ça, ouais, c'est formidable. Mais du coup, on apprend de tout le monde. L'apprentissage est absolument important pour développer ses compétences. Euh, pour piloter un projet complexe, il faut énormément de compétences. Et c'est quoi la compétence la plus sous-estimée? Euh, parce que Écoute, c'est tout tiens, vite. écoute justement, tiens, Ouais. tombe bien, c'est le bon mot. C'est le bon mot. Quand tu diriges un projet, tu diriges des hommes et des femmes. Ce sont des êtres humains. Ils sont tous différents, Dieu merci, mais Ouais. ça permet qu'ils soient complémentaires. Il faut arriver à les faire travailler ensemble. Donc, moi, je pense, bien évidemment, il nous faut des compétences, euh, comment dire, classiques. D'accord, bien sûr, si tu négocies un contrat, Oui. il faut savoir, bien évidemment, il faut avoir quand même un background technique, il faut un background un petit peu juridique, mais ça, tu te fais aider, tu as toujours du support, c'est pas tellement le sujet. Mais par rapport vraiment à la direction d'équipe, et puis, il faut quand même être à l'écoute. Il faut avoir de la bienveillance Ouais. et il faut Bienveillance. avoir de la confiance. Voilà. Ok. Il y a une expression, pardon, que j'aime beaucoup au Québec qui dit il faut laisser sa chance au coureur. Ça veut dire que Coureur. quand quelqu'un laisser sa chance au coureur. Ouais. Ok. Et ça veut dire que quand quelqu'un fait une erreur ou te dit quelque chose qui n'est pas exactement ce que tu attendais. Ouais. Au Québec, il va y avoir un a priori positif. C'est-à-dire, et ça Ok. j'ai beaucoup appris au Québec là-dessus, dans le management nord-américain. Tu te dis, il doit d'abord, tu prends la posture, il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans. Et tu Ouais. dois le trouver. C'est toi le manager qui dois trouver ce qu'il y a de bon dans l'attitude de la personne que tu diriges et qui t'a donné quelque chose qui n'est pas forcément ce que tu attendais.
Tu OK, vois? ouais, ouais, C'est comme le système de notes, si tu veux, en France, tu pars de 20, puis on t'enlève des points, puis aux États-Unis, ou en Nord, à l'Amérique du Nord, tu pars ouais, de F, et puis on te rajoute des points. Mais c'est la même chose. Là, il faut vraiment beaucoup de bienveillance, il faut toujours penser que la personne, si elle a dit ça, c'est qu'elle pense ouais, sincèrement que ça peut valoir la peine d'être retenu, ouais. donc tu dois le considérer. OK, ouais, Et puis tu dois avoir confiance. Quand tu te mets à diriger des gens, quand tu as 50 personnes, tu peux pas faire le travail de 50 personnes. Tu dois bien avoir sûr. confiance. Ouais, Donc tu peux pas, c'est impossible. Tu t'épuises et puis tu mets ton énergie là où il faut pas. OK. Arriver à déléguer, À déléguer. efficacement et à ne Ben, pas bien sûr, ouais, mais c'est ça qui fait une belle équipe. Moi, ce que j'adore, c'est quand je travaille avec une équipe. Donc, si je la dirige, en général, je suis plus ou moins en haut de la pyramide. J'ai toujours quelqu'un au-dessus de moi, hein, une ou deux, ouais, trois personnes, mais t'en fais pas. Je sens du ouais, monde. OK. Mais Et c'est quand quelqu'un de l'équipe va me donner un travail que ouais, quand il me le donne, je me dis, il l'a mieux fait que si c'était moi qui l'avais fait. Et alors là, ouais. je me dis, ça y est, c'est bon. Celui-là, il est formé. C'est Il veut parfait. rester. Mais ça arrive tout le temps. Mais c'est Ouais, tellement merveilleux de se dire, mais c'est super. Tout à coup, il me donne un truc. Si moi, je l'ai fait moi-même, je n'aurais pas fait aussi bien ça. ouais. OK, OK. C'est la diversité des C'est compétences. merci, OK. Hem, on va changer un petit peu de sujet et j'aimerais voir quels sont les métiers qui se sont du coup créés autour de toi, pendant ta carrière et quels sont ceux que tu penses qui peuvent être les plus prometteurs, pour un jeune diplômé? Les métiers qui se sont créés depuis le début de ma carrière, c'est tout ce qui est digital. Alors, je trouvais des OK. anecdotes, je vais t'en donner une. Ouais, Quand je suis arrivée chez CETEC, qui est un grand bureau d'études français, un grand et beau bureau d'études français, les dessinateurs, les projeteurs travaillaient à une planche à dessin. ouais, Et oui, ouais, ouais. à la main. Ça paraît inimaginable, Et oui. maintenant. Et les secrétaires, les assistantes avaient des ordinateurs avec des grandes floppy disks, hein, 5 pouces, hein, les grands, Ouais, souples là. Et on avait pour les ingénieurs 2 ordinateurs à disposition. OK. Ouais, ça paraît fou. Voilà, là, ça te donne la picture. Donc, je peux te dire que le volet numérique a explosé et a transformé les métiers. C'est pas parce OK, que je suis issue du digital, hein, c'est parce que ouais, effectivement, c'est une réalité. OK. Donc, il y a plein de métiers qui ont été créés de ce fait-là. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a des métiers qui vont plus ou moins disparaître. Bon, je ne sais pas trop lesquels. Je ne juge pas. J'en Ouais, ai pas encore identifié, mais ça doit bien exister. OK. Mais alors du coup, du ce qui s'est vraiment créé et développé, c'est le numérique. Mais, faut-il encore apprendre à manier des softwares? Par exemple, à l'ESTP, on a des cours de Revit et de choses comme ça. On peut se dire que le software, c'est la planche à dessin, d'il y a 30 ans et que dans le futur, l'ingénieur, il sera amené à savoir donner les tâches au software et les coordonner et tout ça, mais pas forcément le faire lui-même, non? Ben écoute, quand je suis arrivée, donc, je t'ai dit que les projeteurs travaillaient sur des planches à dessin. Ouais, L'outil pour regarder les planches à dessin, c'est l'œil. Ben, c'est facile, tu l'as sur toi. Maintenant, pratique. si tu veux regarder une maquette très vite, Ouais, tu vas aller voir si elle est montée comme tu veux, pas dans les grands principes, dans ce que toi, et ce qui était nécessaire, toi, comme ingénieur, il faut quand même que tu puisses aller voir. ouais, Donc, il faut quand même que tu puisses manipuler l'outil. Tu n'as pas besoin d'être un expert de l'outil. Il y a des gens, c'est ce que je t'ai oui, dit, tu exactement. auras des gens qui sauront mieux s'en servir que toi et qui vont faire des merveilles. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, l'émerveillement d'avoir quelqu'un dans tes équipes qui fait mieux une tâche que ce que tu aurais fait toi-même. Donc, OK, tu n'as pas besoin de savoir toutes les subtilités du logiciel, mais par contre, c'est bien de savoir s'en servir. OK. Donc, Bon moi, je ça pense que, ouais, il faut avoir une connaissance de ces logiciels qui, de toute façon, désormais, sont totalement utilisés sur tous les ouais, projets. OK. Hem, J'aimerais discuter un petit peu de ton expérience chez, Infranuage et la gestion d'actifs. Hem, Comment tu vois l'avenir de la maintenance prédictive, sur les ponts et les ouvrages d'art et tout ça? Est-ce qu'il y aura encore besoin d'aller sur le terrain?
Ah, alors là, bon, il va falloir que je fasse court, parce que si tu mets sur une de mes passions, on risque d'être très long. Non, il y a Vaut des mieux se choses couper. absolument extraordinaires qui sont en cours. Alors, quelle va être l'échéance? Quelles vont être les échéances pour qu'elles soient vraiment opérationnelles et fiabilisées? Ça, je ne peux pas te le dire. Mais de nos jours, ce qui est sûr, c'est que l'avenir, par rapport, déjà, la maintenance des ponts, je pense que tu es conscient, tout le monde est conscient que c'est extrêmement important, qu'on Oui, a beaucoup construit, notamment dans les époques post-guerre, etc., ou dans les grandes époques de développement industriel, et que les ouvrages commencent à dater désormais, et qu'il faut effectivement s'en occuper, parce qu'il est toujours moins cher de rénover et ou renforcer, en tout cas maintenir un ouvrage d'art ou un asset, quel qu'il soit, que de ouais, devoir le démolir et le reconstruire. Sans compter que quand tu le démolis, tu le reconstruis, tu as ce qu'on appelle les impacts socio-économiques, comme par exemple, tu vas couper une route, tu vas faire des détours, les gens vont mettre plus de temps pour conduire leurs enfants à l'école, enfin bon, ouais. le pataquès. Donc, puis je ne parle pas des accidents. Alors là, dans les accidents, quand les ponts s'effondrent, etc. Donc, on oublie tout ça. Donc, effectivement, on est tous d'accord qu'il faut s'occuper de la maintenance. Alors, la maintenance, effectivement, elle demande d'avoir une bonne connaissance de son patrimoine. Hein, du patrimoine, Ouais. C'est-à-dire savoir combien tu as de ponts, combien. On va prendre les ponts, hein, c'est assez simple. Les ouvrages d'art, tu peux avoir aussi des tunnels, des tranchées de couverture, mais prenons les ponts. Donc, c'est quand même important pour un donneur d'ordre public, ça peut être une mairie, ça peut être un département, un conseil général, Oui. d'avoir une idée de son patrimoine. Tu sais que toutes les mairies ne savent pas combien de ponts elles ont ni où ils sont. Hein. Donc, Ah oui, savoir dans quel super, état ils ouais. sont, mais on ne peut pas les blâmer. Attends, Ouais. voilà. Bon. Donc, effectivement, cette connaissance, elle est quand même très importante. Et après, effectivement, il est quand même important d'avoir une connaissance de l'État et de ce qu'on appelle la note critique, Oui. hein, la criticité exactement des travaux qui sont réalisés. C'est-à-dire, sont-ils vraiment très urgents ou peuvent-ils être différés et donc mieux intégrés dans le budget de ton donneur d'ordre public, qui a peut-être une école primaire à construire plutôt que réparer son pont. Mais manque de chance, le pont il dessert l'hôpital, donc il faudrait quand même qu'il soit toujours en fonction, tu vois, tous les Ouais. paramètres qui interviennent et qui sont quand même très larges. Donc, Ok. ça, c'est pour effectivement définir les plans de maintenance. Mais ce dont tu m'as parlé, c'est la maintenance prédictive et tu m'as parlé aussi de savoir s'il fallait continuer à aller sur le terrain. Alors, je vais essayer de répondre à tes deux questions. Si j'oublie, t'oublie pas de me, j'en oublie, Pas t'oublie de pas souci. de me le redire. Alors, faut-il toujours aller sur le terrain? Alors, là, on arrive en ce moment à une croisée des chemins où la reconnaissance d'image a fait de tels progrès Ouais. que je suis très convaincue qu'on va pouvoir s'en affranchir. D'accord. Je pense Ok. qu'on va pouvoir s'affranchir d'aller directement sur le terrain et qu'on va pouvoir envoyer des objets volants, Oui. des drones, par exemple, pour C'est aller déjà prendre. implémenté? C'est en cours. Oui. C'est en cours. Ok. C'est en cours, donc de pouvoir prendre avec des drones un certain nombre ou de photos ou de nuages de points. Bon, je te passe les détails techniques. Il y a différentes techniques pour pouvoir effectivement identifier les défauts, hein, ceux qui vont devoir être réparés pour permettre à l'ouvrage de continuer. Donc ça, moi, j'y crois très, très, très fort. Hein. Ok. Alors, j'y crois très fort, d'autant plus que j'ai une fille qui est justement chercheure en matière de reconnaissance d'image. Donc, je sais que c'est quelque chose sur lequel les grands de ce monde, les Google, les Meta, travaillent énormément. Donc, la Ok. reconnaissance d'image, elle va arriver à un niveau tel qu'on va pouvoir lui faire confiance. Et l'analyse de l'image de façon automatisée, moi j'y crois aussi très fort, je suis sûre que Ouais. l'ordinateur saura mieux repérer les choses que l'œil humain. Ok. Si tant est, on lui a mis les bons éléments pour le paramétrer. Donc, si tant Oui. est qu'il y ait eu une expertise au préalable pour pouvoir préparer ces softwares. Ok. Donc, il a toujours besoin de cette expertise, en tout cas en ce moment, pour bâtir les softwares. Donc, pour répondre à ta question, oui, je crois très fort au fait que désormais, les inspections physiques seront réduites. C'est-à-dire, il y a toujours des choses que tu auras besoin d'aller voir sur place pour confirmer, parce que tu peux trouver que c'est bizarre. Et autrement, tout le courant pourra être fait. Je me permets juste de te dire, puisque je travaille pas mal dans le digital, que dans le digital, c'est pas tout ce qui va bien qui nous intéresse, Ouais. c'est ce qui va pas bien. Je dis juste ça parce que j'ai travaillé beaucoup, tu vois, sur des trucs, par exemple, même quand tu gères un projet.
Quand tu as ton financier qui arrive et qui dit certes ça va bien, je me fiche de ce qui va bien. On a 5 000, dis-moi juste là où sont les problèmes. Ok, C'est ouais. c'est juste ça qui t'intéresse. Ah, ok, tel département, il a dépassé 2, 3 fois son budget. Ah, ça m'intéresse. Tous ceux qui sont bons, qui sont dans la ligne de mire, pas de problème. Donc, tout ça pour répondre à ta question, oui, quand il y aura des sujets un peu spéciaux, il faudra quand même aller voir de près ce qui se passe. Mais on va limiter, on va peut-être diviser Et par ouais, 100 les besoins de déplacement sur place. Est-ce que ça répond à ta première question? ouais, c'est très bien. La deuxième question, sur la maintenance prédictive. Écoute, c'est extrêmement intéressant parce que là, donc, moi, je suis à Montréal. Infranurage, c'est la société de mon mari. Donc, j'adore y travailler quand j'ai du temps, les week-ends. Et là, récemment, on a contacté l'Université de Montréal parce qu'il y a un programme énorme de lancement de rénovation des actifs, de maintenance des actifs. Et figure-toi que tu me parles de maintenance prédictive et ce qui a rejailli immédiatement, on a contacté une université à Montréal pour voir quel était leur avis. Et tout de suite, le directeur du département, un département Ouais, économie, m'a dit, économie. moi, ça m'intéresse parce que nous, on a des bases de données. Tout à l'heure, je t'ai dit, ce qui change beaucoup de nos jours, c'est qu'on est passé dans le numérique. Et le numérique, c'est la base de données. Voilà, on constitue une base de données. Je crois que je l'ai un petit mentionné déjà. Je le redis parce que c'est ça ce qui est très important, surtout quand on passe en maintenance. Et cette université, donc ce département économie, j'insiste bien parce que c'est quand même intéressant que ce soit un département économie, est très intéressé par récupérer des données pour pouvoir greffer dessus des modèles prédictifs, des modèles statistiques prédictifs. Ça serait encore en mode de recherche, mais avec des pilotes, peut-être déployables, sous peu de temps. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que pour faire des modèles prédictifs dont tu me parles, il faut faire des statistiques. C'est pas à toi que je vais apprendre qu'un modèle statistique est d'autant plus accurate qu'il a une base de données qui est importante. D'accord? Il faut plus de données, plus tu vas faire des statistiques intéressantes. Et donc voilà. Donc ce qui sera intéressant, c'est que cette maintenance prédictive, elle sera d'autant plus performante qu'elle est faite à une grande échelle. Donc elle pourrait être faite à l'échelle nationale ou, si on se met dans le contexte canadien, Ouais, provincial. Donc, par exemple, à l'échelle de la province du Québec, parce qu'à ce moment-là, on aurait énormément de données et on pourrait greffer assez facilement un modèle prédictif dessus. ok. Bien que, il y a quand même quelques écueils techniques, mais à nous de les résoudre en recherche. Oui, ok, excellent. Hem, je vais quitter ce sujet passionnant pour arriver vers un autre. C'est l'évolution du mode d'attribution des marchés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot, s'il te plaît? Ah oui, absolument. Alors ça, c'est un de mes dadas aussi, parce que moi, je suis issue de l'ingénierie. J'ai fait beaucoup, même si je suis en entreprise, j'ai fait beaucoup, effectivement, de ma carrière en ingénierie, et même quand j'étais en entreprise, j'étais toujours dans les directions techniques. Donc dans les départements qu'on appelle aussi de temps en temps ingénierie. Alors de nos jours, on est passé de modèles classiques d'attribution des marchés, c'est-à-dire on fait des études, puis après on fait des travaux. Bon, quoi qu'il arrive, on fera toujours les études avant les travaux. C'est dans l'ordre des choses, hein. Bien sûr, ouais. C'est toujours mieux. On peut faire du fast track, ça arrive, c'est-à-dire que tu commences à faire des études, puis tu vas commencer à faire des travaux en superposition des études parce que tu es pressé, Ouais, ça arrive aussi, mais en général, les études sont quand même faites avant les travaux. Mais là, on arrive dans des modèles, que ce soit le design and build ou même, ce qui est très en vogue en ce moment, c'est-à-dire le design progressif. Alors, j'ai plus une vision sur le marché nord-américain, tu m'excuseras, mais ça fait quand même 6 ans que je ouais, suis pas de plutôt souci. orientée là-dessus. Mais je pense qu'en Europe, ça doit être à peu près pareil. Et ces modes de design progressif, ils veulent qu'il y ait un travail collectif entre l'entreprise, l'ingénierie et le client. Donc, on se met tout autour de la table et on est tous de bonne foi, on essaie tous d'arriver au projet optimum. D'accord? Ok, ouais, Ça, c'est une idée très louable. Après, ouais, dans la mise en place des choses, est-ce que ça se fait? Enfin, ça ne se fait pas. En tout cas, c'est louable et c'est vraiment une bonne idée. ouais, Mais ce qui est curieux, ce qui m'interpelle, c'est que ces contrats-là sont souvent portés par des constructeurs, des entreprises de construction. ok, Et l'entreprise de construction, ça veut dire qu'elle va signer, à un moment donné, très en amont, un contrat sur lequel elle va s'engager. Mais la phase qui vient, puisqu'on est en design progressif, c'est une phase d'étude. Et après, elle va s'engager sur ce qui est son cœur de métier, c'est-à-dire sur le prix de la construction.
et le délai de Oui. construction. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à ce jour, on a donc des entreprises qui s'engagent de façon assez ferme pour Oui. développer des études qu'elles vont sous-traiter, d'accord? Parce que Ok. ce n'est pas leur métier. Oui. Hein, les études de Ah oui, conception, même dans une entreprise, si tu as un bureau d'études, c'est plus des bureaux d'études méthode. C'est pas des bureaux d'études de concepteurs. Le métier de concepteur, de partir de la face blanche et de faire du design, c'est un métier à part. oui. Alors, tu as des grands constructeurs nord-américains qui ont des départements d'ingénierie intégrée. Ça existe. Alors, ça, c'est un peu différent. Mais autrement, dans le cas classique, ils vont donc sous-traiter la partie conception, alors que c'est eux, en tant que constructeurs, qui sont engagés. Et je trouve que là, tu vois, on va vers vraiment un changement de paradigme. On verra ce que ça donne. Tu sais, c'est assez récent. Le design progressif, ça fait 3-5 ans ça fait 5 ans, 5-7 ans qu'on en parle, ça fait 3-5 ans qu'on en fait. C'est pas assez Ouais. pour avoir un retour d'expérience. Rendez-vous dans Ouais. 10 ans. Complètement. C'est Ok. toi, Ouais. Timothée, qui aura les informations. C'est plus moi. On ferait une interview dans 10 ans. Euh, Merci beaucoup pour ta réponse. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le côté conseil, ce que tu as appris un petit peu moins technique. Est-ce qu'il y a un conseil ou un livre, une personne que tu as rencontré ou un conseil qu'on t'a donné en début de carrière et qui t'a vraiment inspiré et qui t'accompagne encore aujourd'hui dans tes décisions? Écoute, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor dans ma carrière. J'ai eu la chance Ah, ah, d'avoir ouais. un mentor qui était à la fois architecte et ingénieur Ok. et qui m'a fait très confiance et qui m'a permis de prendre un projet merveilleux qui était la rénovation du théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, alors que je sortais d'un congé parental, puisque j'ai 4 enfants. Et donc, j'avais pris un petit peu de congé parental. J'avais pris Ouais. 2 ans de congé parental. Il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, Pascal, tu es sûr que tu veux pas revenir au boulot? J'ai Ouais. un super projet pour toi. Et il m'a fait confiance. Et il Ouais. me l'a donné. Et, et j'ai adoré. J'ai adoré ce projet parce Ouais. que je fais aussi beaucoup de musique. Et le théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, c'est le berceau des ballets Kirov. C'est un endroit où il y a des opéras magnifiques, des ballets magnifiques. J'ai eu Ouais. la chance d'avoir comme client le grand Valéry Gergiev. Quoi, ça a été que du bonheur. Et il m'a fait confiance. Toi, tout à l'heure, je parlais de confiance. Tu vois, ben Ouais. j'ai peut-être Ça, envie de redonner cette ça, confiance ça qu'on vient m'a de là donnée. peut-être. Ouais. Ah, ben ça doit venir de là. J'avais jamais fait attention. Et donc voilà, donc j'ai eu cette chance d'avoir un mentor. C'est pas un livre, mais c'est quelqu'un qui a été très inspirant pour moi. Très, Ouais. très inspirant. Ok. Mais du coup, est-ce que si tu avais 22 ans, par hasard, aujourd'hui, est-ce que tu referais les mêmes choix de carrière? Alors, c'est un très bon point, Timothée. Donc, je pense qu'il y a 2 choses peut-être que je ferais et que je n'ai pas faites. Ouais. La première, à partir du moment où j'avais décidé, bon, je suis arrivée au pont un peu par hasard. Tu sais comment ça se fait, tu passes des concours, tu Ouais. vas à l'école. Moi, je suis allée au pont parce qu'elle était dans Paris, rue des Saints-Pères. Bon, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est quand même bien la vérité. Ok. Ouais. Je me suis plongée. J'ai adoré la construction. Ouais. euh, donc, c'est devenu une vraie passion. Et finalement, j'étais vraiment ravie d'avoir été dans cette école. Je regrette beaucoup dans ma carrière de ne pas avoir, mais je pense que c'est corrigé désormais, de ne pas avoir eu assez de cours de sciences humaines. Tu vois, Ah, ok, à ouais. l'époque, au Pont des Chaussées, on n'avait pas de cours de psychologie, pas de cours de management. On avait des cours de management, mais j'aurais aimé Ouais. avoir plus de formation sur la psychologie. Je pense que ça a orienté un petit peu mon début de carrière un peu différemment. Tu vois, après, ça vient avec l'âge, la Ouais. sagesse et l'expérience. Tu t'aperçois que tout ne marche pas comme tu veux, qu'il faut donc, qu'est-ce que je t'ai dit, hein, alors passion et patience, hein, c'est quand même mon Ouais. grand, hein, mon adage, si je puis dire. Et je pense que ça aurait été bien. Donc, si c'est pas dispensé dans les écoles, Ouais. n'hésitez pas à aller vous mettre en auditeur libre. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup des cours de philosophie, quoi, des cours de sciences humaines. Ouais.
Voilà. Et ça, c'est le premier conseil, je pourrais dire. Après, j'ai un regret, c'est de pas avoir fait d'école d'architecture, ou au moins Ah oui, en plus des modèles d'architecture. J'adore les architectes, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler dans ce métier-là, même si quand je fais de l'infrastructure, j'en ai moins, mais j'ai toujours quelques gares, hein. ok, ouais. Même dans un projet de il y a toujours des gares. Donc, on a toujours nos architectes, nos adorables architectes, qui ont ce parcours, justement, tu vois, qui ont de la technique, mais de l'humanisme aussi. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et puis, ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais pu faire, mais finalement j'ai renoncé pour des raisons familiales, j'ai pas fait de parcours académique à l'international. Voilà. Donc, j'aurais pu faire un échange avec Berkeley, auquel j'ai renoncé pour raisons personnelles. J'ai beaucoup regretté. J'ai beaucoup Ok. regretté. Je pense que ça aurait changé ma vie et ça aurait surtout changé mon début de carrière parce que j'aurais appris la culture nord-américaine qui est vraiment très différente. J'espère que je te l'ai fait Ouais, passer carrément, sur ouais. beaucoup de choses, l'équilibre de vie, le fait qu'on essaie toujours d'être positif. Je pense que ça m'aurait amené ça et ça m'aurait été d'un grand secours. Mais c'est pas grave, on fait carrière quand même. Mais voilà, si vous avez l'occasion, donc n'hésitez pas. Mais je crois que maintenant c'est dans vos parcours, vous partez tous à l'étranger, c'est fabuleux. Ouais, un Mais n'hésitez semestre. pas à le faire longuement, peut-être au-delà. Tu vois, non, mes enfants, ils ont tous été. Moi, j'ai un qui a étudié carrément au Canada 5 ans, j'en ai une autre Ouais, qui a été en université aux États-Unis, qui a fait un PhD pendant. Donc, elle a fait un échange puis un PhD, donc elle est restée ouais. 4 ou 5 ans. Et j'en ai un autre qui est parti en Corée. Il est parti 6 mois, qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est frustrating! Mais c'est super frustrant! Il me dit, je sais pas, c'est le temps. Je dis, ben oui, Ouais, c'est une évidence. ouais, Donc, n'hésitez pas à ouais, rester carrément. longtemps. N'hésitez pas. Si vos programmes proposent 12, 15, 18 mois, allez-y. C'est comme ça qu'on découvre un pays. Excellent. On arrive sur le mot de la fin, Pascal. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre absolument aux étudiants qui hésitent à se lancer dans les carrières techniques, les grands projets? Bon. C'est... Ce qu'il faut surtout, c'est être heureux dans ce que vous faites. Soyez heureux dans ce que vous faites. Donc, si vous aimez la construction, n'hésitez pas. C'est Ouais, un très beau métier dans lequel il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à faire. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus, mais je ne peux pas forcer ouais. tout le monde à aimer la construction. D'ailleurs, ça serait bien méthode. Il en faut qu'il y en a qui fassent de la finance et autre chose. Un projet de C'est vrai. construction est Dieu, il faut quand même qu'on ait des financiers pour les financer. Donc, pas tout le monde part là, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à écouter vos passions. N'hésitez Ouais, pas à faire des essais, à avoir des échecs. On apprend plus de ces échecs que de ces réussites. ouais. N'ayez pas peur, ayez confiance, gardez votre bonne humeur et votre enthousiasme, Ouais. votre force de vie qui fait qu'on adore travailler avec les jeunes. Bah, écoute, merci beaucoup Pascal pour ce partage d'expérience hyper concret. Euh, on espère que cette conversation donnera envie aux étudiants et à toute personne qui nous regarde de viser haut, d'oser partir de chez soi et de saisir des nouveaux outils pour construire demain différemment. Merci Pascal. Ben, avec plaisir. On reste en contact. Ouais, merci beaucoup. Au revoir.